Ok, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents si nombreux. Je suis Stéphane Jacques, je suis directeur en charge du département technologie chez Flexis. Et je suis heureux aujourd'hui d'animer ce TED Talk sur la livraison urbaine décarbonée, une offre profitable. Alors, peut-être pour commencer, quelques mots d'introduction sur ce qu'est la logistique décarbonée. C'est pas seulement le changement d'une logistique avec des véhicules diesel vers des véhicules électriques, c'est bien plus que ça, c'est un changement complet du système logistique qui passe par des changements de flux, de distance, des interconnexions entre les différents acteurs, et ça passe par des solutions techniques diverses et variées, bien sûr des véhicules à faible émission, mais aussi des micro-hubs dans les villes, des partenaires qui vont mutualiser des solutions pour pouvoir être plus optimisés en termes de logistique. Mais finalement, au-delà de ça, c'est finalement un changement complet, sociétal, qui adresse des attentes des citoyens, des attentes des professionnels de la logistique, pour avoir des villes plus propres, plus faciles à utiliser, bref, des villes plus faciles à vivre. Finalement, la logistique urbaine décarbonée, c'est livrer autrement, de manière plus responsable, plus éco-responsable, et en lien avec les évolutions réglementaires et RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Alors après ces quelques mots d'introduction, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi 3 experts pour animer cette table ronde, à commencer par Lionel Berthuis, que je vais demander... à commencer par Julien, excuse-moi, c'est avec toi qu'on commence, à qui je vais demander de se présenter. Oui, bonjour, Julien Minet, je suis responsable du développement des partenariats au sein de Mutualise. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Mutualise est une marque du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et notre rôle est de faire du vendor avec des constructeurs ou des distributeurs de matériel en France, c'est-à-dire d'aider au financement de leurs ventes. Alors ensuite, Pierre, je vais te proposer de te présenter. Oui, bonjour à tous, Pierre Ciroli, moi je suis directeur services et solutions chez Flexis. J'ai en charge tout le développement des solutions pour Flexis, la prévente et également le réseau de réparateurs. Et enfin, Julien Minet. Donc Lionel Berthuis, président de Move, une société de mobilité et de nouvelles énergies. Le métier de Move est de comprendre les attentes et le fonctionnement des flottes pour faire le bridge avec les nouvelles réglementations, les nouvelles technologies et les services connectés. Alors Lionel, tu m'excuses encore une fois. Alors, à force de répéter, j'ai accroché ton nom. Alors Lionel, justement, sans transition, et pour commencer par toi, dans l'introduction, on a parlé des évolutions réglementaires et RSE. Et finalement, qu'est-ce que ça change pour toi, ces évolutions, dans le cadre de la logistique urbaine ? Alors, tout d'abord, il y a un consensus de l'ensemble des parties prenantes sur la logistique urbaine, c'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut moins de pollution, moins d'émissions de CO2, qu'il faut des routes plus sûres pour l'ensemble des usagers et des livraisons qui sont plus silencieuses et des véhicules qui sont plus silencieux. Donc, la décarbonation et l'objectif de neutralité carbone aujourd'hui pour la logistique urbaine, elle est contrainte de 2 façons et de 2 façons qui sont complémentaires. Il y a des contraintes d'ordre réglementaire poussées par le législateur, qu'il soit français, européen, mais aussi il y a des contraintes poussées par des démarches volontaires. Tu as parlé de RSE. L'ensemble des entreprises, quelle que soit leur activité, ont une démarche RSE et en ce moment, un des grands sujets est la décarbonation du fameux scope 3 qui inclut toutes les émissions indirectes liées notamment à la logistique. Donc cette pression volontaire, eh bien, elle va se traduire pour la livraison du dernier kilomètre finalement comme un atout très fort pour ceux qui décarbonent. Si on prend l'exemple
d'un site de e-commerce et qui choisit une solution décarbonée, qui propose au client final, au consommateur que nous sommes tous, de livrer dans les mêmes délais, pour le même coût, une solution décarbonée, eh bien, on se rend compte que le consommateur va cliquer sur cette solution et ça devient une image de marque largement améliorée et surtout fait partie de l'expérience client qui est au cœur des sujets pour les entreprises. Okay, merci, mais plus particulièrement, plus dans le détail sur les contraintes réglementaires. Alors, la deuxième pression qui est contrainte, elle, liée à la réglementation, ça va générer plusieurs changements pour les acteurs de la logistique urbaine. La première chose, je voudrais parler des ZFE. Alors, on est certes en France, les ZFE ont été un peu vidés de leur contenu, mais si on regarde ça à l'échelle de l'Europe, aujourd'hui, il y a 320 villes en Europe de l'Ouest qui proposent des zones à faible émission. Donc, le premier impact, c'est qu'on va faire une segmentation très forte du marché. Et lorsque vous êtes utilisateur d'une flotte de véhicules pour votre compte ou que vous soyez transporteur, c'est la première fois que vous pouvez avoir un véhicule conforme à toutes les réglementations du code de la route, etc. Eh bien, vous ne pourrez pas accéder à certaines zones. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, ces réglementations, elles impactent, sans rentrer dans le détail, elles impactent le coût, les investissements, les OPEX et les CAPEX. On le sait, l'électrique peut, à un moment, demander plus de CAPEX, mais à des OPEX qui sont nettement plus basses. Des OPEX liés à de la maintenance, à la consommation d'énergie, et puis surtout va générer des durées de détention liées à sa technologie plus longues, ce qui va amener un TCO. Mais ce dont on parle un petit peu moins en termes de coûts, c'est qu'il y a une réglementation européenne qui va rentrer en 2027, peut-être reportée à 2028, qui s'appelle l'ETSE2. Derrière cet acronyme se cache un marché du carbone, des fameux droits à polluer. Jusque-là, c'était limité à 7 secteurs d'activité de l'économie. Là, le transport rentre dans ce marché-là. Et ça va avoir pour impact d'augmenter, selon les simulations, de 10 à 15 centimes du litre le gasoil, rien que cette réglementation, voire 20 centimes pour certaines simulations. Le troisième point sur la réglementation, ça va impacter finalement tout ce qui va être la preuve de la baisse de l'empreinte carbone. Et ça, c'est un point important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les chargeurs ne vont plus se contenter de moyennes ou de facteurs d'émission qui vont avoir pris dans une nomenclature. Ils vont demander de la data, ils vont demander de l'info en temps réel, parce que derrière, pour eux, il faut qu'ils atteignent leurs objectifs de décarbonation, mais surtout, ça a des impacts coûts. Et donc, ça veut dire, et dernier point, dans les appels d'offres, on voit de plus en plus des chargeurs mettre une dimension CO2. Quand on a un peu d'expérience dans le transport, on se dit, tiens, c'est un peu pour faire bien, excusez-moi de cette familiarité. Mais aujourd'hui, ça a un impact très fort et ça va prendre plus de place. Pour terminer donc sur le point de la réglementation, ça veut dire qu'aujourd'hui, chargeurs, transporteurs, sont obligés de regarder de manière holistique l'empreinte carbone, d'amener une preuve et de travailler ensemble pour baisser ce coût et s'adapter à des solutions profitables pour tout le monde. Okay, merci Lionel, c'est extrêmement clair. Alors, je me tourne peut-être maintenant vers Pierre. Finalement, dans le cadre du lancement de Flexis, quels sont les défis auxquels vos clients font face pour ceux qui s'engagent dans cette transformation de la logistique décarbonée ? Alors, je dirais que de manière générale, nos clients ont besoin de livrer de plus en plus de colis, donc pour être extrêmement pragmatique, et donc ils doivent augmenter leur productivité. Dans le même temps, ils ont des coûts qui augmentent, donc que ce soit les coûts salariaux, les coûts de l'énergie, des amendes, des taxes, et donc c'est compliqué au niveau de l'équation économique. Également, il y a toute une problématique autour de l'environnement complexe qu'ils doivent gérer.
Donc à la fois un environnement multimarque sur les véhicules, un environnement multimarque par exemple sur les bornes de chargement. Et donc ça complexifie la gestion au niveau de nos clients. Bien sûr, quand on parle d'électrification et de réduction d'émissions de CO2, comme l'a évoqué Lionel, on a un problème de CAPEX. Julien en parlera après. Nos clients ont besoin pour réaliser cette transition d'investir de manière plus importante par rapport à ce dont ils ont l'habitude. Mais néanmoins, ils vont s'y retrouver sur la partie OPEX. Donc ça aussi, c'est un changement de modèle. Il y a également toute une partie de digitalisation, puisque par rapport à l'expérience client que doivent fournir nos clients pour leurs propres clients et pour nous-mêmes quand ils nous livrent des colis, on veut de plus en plus avoir une expérience digitalisée. Donc ça veut dire qu'ils doivent à la fois digitaliser sur leur back-office pour être sûr d'intégrer complètement la chaîne de valeur logistique, mais également pour mettre à disposition la donnée auprès du client final. Donc ça veut dire digitalisation dans les véhicules, mais digitalisation aussi au niveau des back-office. Et une fois qu'ils ont réussi à résoudre tout ça, en plus, ils doivent décarboner. Et là, on se retrouve avec une dichotomie entre les objectifs de décarbonation et ce qu'ils sont vraiment capables de réaliser d'un point de vue opérationnel. Et c'est là où effectivement on veut intervenir, nous Flexis, avec l'ensemble des partenaires. Merci Pierre, c'est très clair. Alors justement pour faire une transition, et je me retourne vers Julien, Pierre a listé les défis et est revenu sur un point, celui du financement. Et finalement, qu'est-ce que ça représente ce passage du modèle diesel vers un modèle électrique en termes de financement pour vous? Alors, le fait qu'on passe d'un modèle diesel à un modèle électrique, ça change deux choses déjà de notre point de vue de crédit bailleur, où on s'appuie beaucoup sur les assets. Premièrement, on a des camions ou des véhicules qui seront électriques et non plus thermiques, qui sont aujourd'hui, pour quelques années encore, plus chers. Et deuxièmement, nos clients vont devoir construire une infrastructure de charge électrique, et là encore, ça va avoir un coût. Et quand on discute avec la direction financière de nos clients, on se rend compte que tout ça pourrait amener pour certains d'entre eux jusqu'à un doublement de leur CAPEX sur cette partie transport, et ce n'est pas neutre, un doublement du CAPEX, et ce pour les 5-6 prochaines années. Donc ça c'est quelque chose d'assez structurant pour les entreprises de demain, parce que si vous devez sortir 200 là où avant vous deviez financer 100, ça change quand même beaucoup de choses. Une fois qu'on a dit ça, ça peut peut-être faire un petit peu peur, mais la bonne nouvelle, c'est qu'un certain nombre d'acteurs, les constructeurs comme Flexis ou Mutualise, qui fait partie du groupe Crédit Mutuel, a vraiment vocation à aider à la décarbonation. Quand on prend notre groupe, nous sommes une entreprise à mission, et une de nos missions est claire, c'est aider à la décarbonisation de notre économie française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est prêt à mettre les moyens pour aider nos clients, vos clients, nos clients communs, à aller dans la direction de la décarbonation. C'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, c'est dans nos statuts, c'est vraiment une volonté politique du Crédit Mutuel d'aller dans cette direction. Mais une fois qu'on a dit ça, là encore, qu'est-ce qui est le nerf de la guerre pour nos clients? C'est le TCO, on l'a dit tout à l'heure. Et nous avons les moyens d'aider au niveau du TCO des clients parce qu'on a des leviers sur la durée, sur le schéma financier, sur la valeur résiduelle, où on va être prêt à mettre en place des choses qu'on ne faisait pas forcément par le passé pour aider nos clients à passer le cap et à décarboner leur flotte. On se voit vraiment comme un facilitateur de la décarbonation. Et ça, c'est vraiment dans notre ADN, il faut avoir conscience, et on n'est pas les seuls. Je sais pas si... Si, c'était très clair. Merci beaucoup, Julien. Alors, peut-être pour repasser à Pierre, on a parlé de TCO, de coût d'usage, et finalement, on va peut-être reparler un peu plus de Flexis, on en profite. Dans le cadre du lancement des offres Flexis, et plus particulièrement si on se penche sur les services qui adressent ce sujet de la décarbonation, comment ces services peuvent permettre de lever les freins de la transformation vers une logistique urbaine plus décarbonée.
Je me permettrai peut-être de faire juste un point avant. Donc j'ai la chance d'avoir dans les équipes ingénierie Flexis les personnes qui ont mis sous contrôle les émissions de CO2, et on sait aujourd'hui que les solutions FlexiVan, comme le van qu'on voit à côté de nous, développé par les équipes de Flexis, ont une empreinte CO2 du puits à la roue, comme on dit, donc de l'extraction des matières jusqu'au roulage sur environ 150-200 000 km, de 60% inférieur par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur un véhicule diesel. Donc ça, je dirais que c'est le point de départ finalement, mais plus particulièrement, comment les services de Flexis sur la décarbonation peuvent aider les professionnels à lever les freins qui sont face à eux. Alors, chez Flexis, on agit autour de 4 thèmes. Le premier thème qu'on appelle uptime, c'est-à-dire maintien en condition opérationnelle des moyens de nos clients, donc que ce soit à la fois le véhicule et les bornes de chargement. Un deuxième thème autour de l'efficacité de nos clients, donc on va les aider à réduire le nombre de kilomètres qu'ils font, à mieux utiliser les véhicules pour moins consommer. Toute une partie autour du chargement des véhicules, donc que ce soit des préconisations pour l'installation de véhicules, mais aussi la maintenance des bornes de recharge et la maintenance de ces bornes de recharge. Et puis bien évidemment, une partie sur le financement. Et là, pour reprendre ce que tu disais, Julien, je pense qu'il faut vraiment insister, parce que quand on a commencé à collaborer avec Mutualise, je trouve que c'est exemplaire ce que vous faites par rapport à votre positionnement sur financement de véhicules verts, de véhicules qui vont décarboner. Et c'est vrai que quand on compare par rapport aux acteurs du marché, vous avez une vraie politique proactive de pousser justement à nos clients à décarboner. Et c'est effectivement pas simple d'un point de vue financier, mais vous amenez pour moi de vraies solutions, en particulier sur la valeur résiduelle qui est effectivement quelque chose d'important sur le financement. Et là, je dois dire que vous avez fait un travail remarquable. Après, chez Flexis, un des points durs qu'évoquait aussi Lionel, c'est que nos clients, c'est compliqué aujourd'hui de mesurer en direct les émissions de CO2. Donc chez Flexis, on va produire des rapports automatiques sur les émissions de CO2 qui vont permettre à nos clients de vérifier s'ils sont en ligne avec leurs ambitions au niveau de leur groupe ou de leurs entreprises, donc à la fois sur le protocole GHG, sur la CSRD, sur les SBTI. Et ça, même si sur le papier ça paraît simple, d'un point de vue opérationnel, c'est pas si simple. Et enfin, ce qu'on a fait, et on l'a annoncé hier, on a lancé notre offre de service qui s'appelle Fleet Operation Management, où là, on va, au travers de notre technologie et également de personnes qu'on appelle excusez-moi pour l'anglais, des Fleet Advisors, donc des gestionnaires de flotte, accompagner concrètement nos clients pour implémenter un plan de décarbonation. Donc première étape, aider les clients à décarboner, donc sous-entendu à électrifier leur flotte. Donc là, on est capable d'identifier au travers de l'action qu'on a avec nos gestionnaires de flotte quels véhicules on va pouvoir migrer sur l'électrique. Un deuxième point, ce que j'ai déjà dit, où on va maximiser la disponibilité des véhicules et des bornes de chargement. Donc là, il y a un effet miroir entre les deux et c'est extrêmement important d'être en capacité de charger les véhicules pour le matin pouvoir effectuer la mission. Le troisième point, c'est sur la gestion des tournées des clients, amener des algorithmes qui vont permettre effectivement de réduire les kilomètres parcourus. Un quatrième point où on les accompagne aussi pour ce qu'on appelle gérer le vide, c'est-à-dire remplir au maximum les véhicules, ce qui a un impact forcément positif sur les émissions de CO2. Un cinquième point qui est amener du coaching au niveau des drivers, à la fois en termes de conduite et de sécurité, et ça, c'est un impact direct à la fois sur les coûts d'entretien du véhicule, mais également sur la consommation. Et enfin, un dernier point extrêmement important, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous avez basculé l'ensemble de votre flotte en véhicule électrique, par exemple, si on prend l'ensemble de la chaîne, vous avez seulement décarboné à hauteur de 60%, 50-60%. Et donc, on travaille aussi sur le fait que les véhicules doivent être chargés en électricité verte.
Merci Voilà. Pierre. Alors, finalement, dans cette révolution, alors, les choses sont en marche finalement. Il y a des solutions pour optimiser la logistique, la réglementation à suivre, des contraintes RSE, des financements. Cet accompagnement du changement, je dirais, est en route. Et si on avait à conclure sur à quoi ressemblerait en 2030 la logistique urbaine, finalement, alors je ne sais pas qui veut commencer à répondre, Lionel, Julien ou Pierre. Ouais, oui, je peux démarrer. Moi, de mon point de vue, un des éléments qui nous ferait dire qu'en 2030, on a réussi cette décarbonation, ça serait le pilotage de la livraison urbaine, pas uniquement sur le coût, mais sur l'empreinte carbone, en impliquant toutes les parties prenantes et particulièrement les conducteurs, en les formant et en les mettant acteurs de cette décarbonation. Ça pourrait être une manière de mesurer le taux de réussite de cette démarche positive. Merci Lionel, peut-être Julien. Oui, alors pour moi, une transition réussie en 2030. Aujourd'hui, quand on regarde le marché, on voit que l'offre majoritairement rencontre les besoins de notre point de vue, notre point de vue extérieur, et qu'il est temps de scaler un petit peu tout ça, c'est-à-dire qu'il faut commencer, on aura planifié, on aura renouvelé, on aura tout simplement un grand nombre de véhicules à la route. Je pense que maintenant, on est vraiment à une bascule, on le voit cette année sur Solutrans, hein, l'électrique est prêt, il répond aux besoins des clients, mais maintenant, il faut y aller. Donc on va pouvoir le quantifier dans quelques années. Donc c'est le moment. Peut-être un dernier mot te concernant, Pierre? Oui, alors moi, ce que j'espère en 2030, c'est que dans l'activité du dernier kilomètre, on sera pratiquement à 100% de véhicules électriques, qu'on aura basculé sur une flotte entièrement décarbonée. Et ensuite, je pense que la prochaine étape qu'on aura à résoudre, ça sera l'intégration avec, et on le voit sur le stand, hein, c'est-à-dire l'intégration vraiment avec la ville. Donc on va commencer à travailler sur des concepts de discussion entre véhicules, véhicule to véhicule, et également de faire travailler ou discuter nos véhicules avec les infrastructures. Aujourd'hui, on discute déjà avec les bornes de chargement, mais demain, il faudra qu'on discute avec les parkings, les places de stationnement pour les livraisons, fluidifier le trafic pour justement diminuer les émissions de CO2. Et bien sûr, en 2030, certainement, les restrictions ou la législation sera encore plus dure et il faudra justement permettre à nos clients d'avoir les rapports et le suivi qui va bien pour être en ligne ou en règle par rapport à cette nouvelle réglementation. Alors merci beaucoup, merci Pierre, merci Lionel et merci Julien. On arrive à la fin de cette table ronde. Merci à tous. Et vous retrouverez cette captation, parce qu'il y a eu une captation sur les réseaux. Merci encore. Merci à tous ceux qui ont participé. Et je vous souhaite un bon salon et une bonne journée. Merci. Merci.